Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence de presse à l'occasion du congrès sommeil qui se tient aujourd'hui et demain à Lille. Je vais me présenter, je laisserai la parole ensuite à mes collègues. Je suis Sandrine Lenoir-Rolina, je suis pneumologue spécialiste des troubles du sommeil. Je suis membre actif de la SFRMS qui co-organise ce congrès, la Société française de recherche et médecine du sommeil. Et je suis présidente du réseau Morphée, un réseau qui en Île-de-France forme les professionnels de santé et oriente les patients. Donc Stéphanie Mazat, je suis neuropsychologue, chercheur au Centre de neurosciences de Lyon et je m'intéresse principalement aux liens entre sommeil et performance, à la fois chez l'enfant et chez l'adulte, et je suis membre du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Et nous attendons le professeur Devilliers qui va pas tarder à arriver. Donc, on avait plusieurs thèmes pour cette conférence de presse. En ce qui me concerne, c'était un thème un peu respiratoire et insomnie. Stéphanie? Et moi, c'était plutôt le lien qu'on peut faire avec l'éducation nationale pour promouvoir un sommeil de qualité dès le plus jeune âge, pour notamment vous parler des travaux qui montrent que quand on améliore le sommeil de la population générale, enfants et adolescents, on a des répercussions à la fois sur leur performance scolaire et sur le bien-être. Et puis le professeur Devilliers parlera de l'orexine et de la conséquence de la découverte de cette molécule sur le traitement de nos patients. Donc on va peut-être prendre les questions qui correspondent au thème que le professeur Mazat et moi-même couvrons. Et puis... Vous voulez qu'on présente globalement nos sujets d'intérêt ? Ça te va, Sandrine, si je commence ? Donc voilà, l'idée, c'était de mettre en œuvre un partenariat fort avec l'éducation nationale pour pouvoir aborder les thématiques de sommeil pendant les programmes scolaires, dans le but de pouvoir s'adresser à un maximum de personnes, puisque logiquement, quand on met en place des programmes de santé dans les écoles, les collèges ou les lycées, on a la chance de pouvoir toucher toute la population, peu importe le niveau socio-économique des familles. Et donc, on travaille en collaboration avec l'éducation nationale via le Conseil scientifique de l'éducation nationale pour justement promouvoir des actions en direction de ces jeunes enfants et adolescents. Donc, pour vous dire qu'il y a énormément de données scientifiques et internationales qui montrent que le temps de sommeil, la qualité du sommeil et la régularité du sommeil dès le plus jeune âge va avoir un impact sur les performances académiques, les performances cognitives et également le bien-être des enfants et des adolescents. Et en France, on a la chance, dans les programmes scolaires, de pouvoir avoir de la place pour parler du sommeil. Le problème étant qu'il y a peu de matériel utilisable pour les enseignants. Donc une première partie de nos travaux était de développer des dispositifs que les enseignants pourraient utiliser au sein de leur classe pour promouvoir le sommeil et faire une promotion qui soit un peu dans la durée, puisqu'on sait que si on veut changer les comportements, il ne suffit pas de parler une seule fois de cette thématique. Donc on avait il y a quelques années développé un programme d'éducation au sommeil pour les enfants à partir du CE1 et jusqu'à la 6e qui s'appelait Mémé ton pige, qu'on avait co-construit avec les enseignants et avec les enfants et les familles. Et on avait montré que le suivi de ce programme, donc c'était 8 séances pédagogiques, améliorait significativement le sommeil des enfants et améliorait également leur performance cognitive. Et donc là, on a développé un nouveau programme, cette fois-ci à destination des adolescents, que l'on a co-construit avec des professeurs de sciences de la vie et de la terre, pour lesquels ils ont un attrait pour le sommeil, puisque ça rentre dans leur programme. Et donc on a développé avec eux des leçons en lien avec le sommeil, et on a développé une appli qui s'appelle 3 semaines pour mieux dormir, qui permet aux élèves de s'inscrire sur cette plateforme pour, pendant 3 semaines, apprendre plein de choses sur leur sommeil et leur permettre d'évaluer leur sommeil et de mettre en place des comportements efficients concernant ce sommeil. Et de la même manière, on a évalué cela et on a montré que chez les adolescents, améliorer le sommeil, ça réduisait leur impulsivité. Et l'autre facette de notre travail à l'heure actuelle, c'est de travailler avec les écoles maternelles sur la gestion du temps de sieste, puisque depuis quelques années, l'instruction est obligatoire en France à partir de l'âge de 3 ans. Donc ça veut dire que les enfants ont un temps de présence à l'école
on va dire environ de 8h30 jusqu'à 16h30. Et donc, le temps de sieste va faire partie, quelque part, du quotidien des écoles. Et on se rend compte qu'il y a une très mauvaise connaissance des besoins et de la gestion de cette sieste. Et notamment, il y a des limites en termes de connaissances, mais aussi en termes de matériel, puisqu'on a certaines écoles qui vont proposer la sieste de manière systématique à tous les enfants de petite section, même ceux qui n'en ont plus besoin. Et inversement, stopper la sieste chez les enfants de moyenne section, alors qu'on estime qu'il y a encore 40% d'entre eux qui en ont besoin. Et on sait que cette absence de temps de sommeil en début d'après-midi va avoir une incidence sur leur capacité d'apprentissage et de gestion des émotions tout au long de la journée. Donc voilà, c'est les projets que l'on développe pour essayer de sensibiliser au maximum la population, on va dire, générale, en passant par les structures scolaires. Alors, voilà, on me demande de vous demander si vous avez des questions sur cette thématique-là. L'absence de réponse veut dire... Vous pouvez aussi les mettre sur le chat. Peut-être qu'ils sont en train d'écrire sur le chat. Sinon, on va enchaîner. Les questions viendront peut-être après. On peut peut-être enchaîner avec... Ah, je suis désolé, je suis un petit peu en retard parce que j'étais à une autre session. Donc, je suis le professeur d'Auvilliers, je suis responsable du conseil scientifique de cette société, SFRMS, et je suis le responsable du labo de sommeil de Montpellier, neurologue, et on travaille surtout sur la narcolepsie. Donc, je voulais vous parler un petit peu de la narcolepsie et de l'orexine, et aussi des traitements futurs à base d'orexine, mais peut-être que la parole va aller d'abord à Sandrine. Non ? Donc, en quelques mots, sur l'orexine, qui est une découverte depuis 1998, l'existence de ces neurones. On a à peu près 80 000 neurones dans l'hypothalamus, donc très profond dans le cerveau, sur 100 milliards de neurones que l'on peut avoir. On a donc 80 000 neurones, et qui sont majeurs. C'est un peu des chefs d'orchestre qui vont générer la veille. Et donc ça, c'est connu depuis, je vous dis, 25 ans, et on a pu... il y a 20 ans, montrer que c'est très associé à la narcolepsie. Et les patients qui ont donc la maladie la plus sévère de la somnolence chez l'homme ont pu ces neurones qui fonctionnent. Alors que la maladie commence à 15-20 ans en moyenne, avec seulement un tiers des patients diagnostiqués en France et avec 6 à 8 ans de délai au diagnostic. Donc c'est majeur de parler de ça dans les médias parce que c'est la cause de somnolence la plus fréquente ou du moins la plus sévère, et chez les sujets jeunes, j'entends. Il y a d'autres causes de somnolence, notamment chez l'adulte et chez le sujet âgé, et donc les gens ne reconnaissent pas ce handicap, parce que c'est normal d'être somnolent quand on est jeune, parce qu'on est sur les écrans, on est privé de sommeil. Bien sûr, ça existe, mais il ne faut pas oublier que ça peut être une maladie sous-jacente responsable de handicap majeur. Et donc l'enjeu actuel, et qui verra le jour dans les années futures, c'est le développement de nouveaux médicaments à base d'orexine. Donc ça fait 20 ans qu'on y travaille. Comme je vous le dis, on a pu montrer que ces neurones ne sont plus là, et on sait le faire via des mesures de ponction lombaire où on mesure les taux d'hypocrétine, c'est très fiable, ça marche très bien, c'est un peu invasif, même si c'est pas très difficile à faire. Et depuis 20 ans, on travaille sur le fait de pouvoir donner ce qui manque aux patients, à savoir de l'hypocrétine, autrement appelée orexine, hein, c'est les deux mêmes noms pour la même molécule. Et c'est un enjeu majeur, comme on peut donner de l'insuline aux diabétiques, donc c'est aussi important. Donc on a essayé des études au début intraveineuses pour montrer le proof of concept, comme on dit, que ça marche et que c'est bien toléré. Après on a fait des études par la péros, hein, donc des médicaments qu'on prend par la bouche, et qui marchent très très bien. Et on a eu quelques effets secondaires hépatiques, donc on a dû supprimer le développement de ce médicament avec un partenariat avec le laboratoire Takeda, et on est sur une deuxième molécule très innovante qui marche aussi bien que la précédente et qui n'a pas d'effets secondaires hépatiques. Donc on a eu les résultats de la phase 2 qui sont très prometteurs, et on est déjà en phase 3. Donc c'est pour ça que je dirais que c'est très d'actualité, parce que 2 études de phase 3 qui sont déjà bien avancées, et si on confirme les résultats de bonne efficacité et de bonne tolérance qu'on a déjà retrouvés dans la phase 2, ça serait le premier médicament
qui stimule les récepteurs à orexine, qui irait sur le marché et qui permettrait de changer la vie de ces patients. Au lieu de leur donner des stimulants X, Y, Z, on leur donnerait ce qui leur manque. Donc ça, c'est majeur. Mais avant de mieux traiter les gens, il faut déjà mieux les diagnostiquer et mieux les phénotyper avec cette histoire de somnolence sévère, de cataplexie, et je répondrai à vos questions si vous en avez. Et puis il y a l'autre partie qu'il ne faut pas oublier, c'est l'opposé, une maladie extrêmement fréquente qu'on appelle l'insomnie, qui touche jusqu'à 9% de la population française. Les gens ne dorment pas bien, par définition, ils sont insomniaques, ils peuvent avoir du mal à s'endormir, se réveiller la nuit, et ils ont possiblement des taux d'orexine un peu élevés. Ce n'est pas parce qu'ils sont élevés qu'ils vont être insomniaques, ça serait trop simple que de le penser, mais par contre, quand on est éveillé, évidemment, les circuits de l'éveil vont être activés, et donc les neurones qui synthétisent l'orexine vont être activés, donc il y aura un peu plus d'orexine. Et donc il y a des traitements anti-orexine, donc des antagonistes des récepteurs 1 et 2 de l'orexine, qui vont pouvoir être efficaces chez l'insomniaque. Donc exactement l'image en miroir, développer des agonistes donc de l'orexine, c'est pas de l'orexine exactement, c'est pour ça que je parle d'agonistes, des molécules qui vont mimer l'action de l'orexine pour les narcoleptiques qui dorment trop, et donner des antagonistes pour les insomniaques qui dorment pas assez ou du moins mal. Et ça il y a déjà 3 médicaments qui ont pu voir le jour aux États-Unis, et depuis 6 mois seulement, c'est autorisé en France et en Europe. Une petite année, et donc on est ravis d'avoir aussi ce nouveau mécanisme d'action chez les patients insomniaques, qui est majeur comme mécanisme d'action parce qu'on ne stimule pas les réseaux du sommeil. Je vous ai parlé de réseaux de la veille, c'est des éveillants, donc on enlève l'éveil. Donc il y aura moins d'effets secondaires, parce qu'il n'y a pas d'effet résiduel de somnolence puisqu'on n'active pas les réseaux du sommeil. Et c'est des traitements qui peuvent être vraiment intéressants et trouver une autre façon de traiter nos patients. Je n'ai pas dit qu'il fallait que tous les patients insomniaques aient ce genre de prise en charge, mais c'est intéressant d'avoir en tête que c'est une alternative à la prise en charge comportementale. Il faut s'assurer bien sûr du diagnostic de l'insomnie, qu'il n'y ait pas un syndrome des jambes sans repos, que les gens aient une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène de sommeil, etc. Mais voilà, c'est une piste thérapeutique qui là est d'actualité puisque ce n'est pas des projets, c'est des médicaments qui est déjà sur le marché. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire en résumé de ce pourquoi la voie orexine n'est pas que celle de la recherche, elle a des applications assez pratiques déjà disponibles pour l'insomnie et à court moyen terme pour les patients narcoleptiques. Merci à vous. Est-ce que vous avez des questions? Je vois 4 chats, mais peut-être que c'est pour... Ah, c'est toi. Ah, si tu as des questions, tu peux les poser aussi, Baptiste. Non, le mieux, ça serait plus agréable d'avoir des questions, je dirais, orales, même vous voir, peut-être, si la technique le permet. Parce que là, on a l'impression de parler à un écran, ce qui n'est pas complètement faux. Est-ce qu'il y a une question, une remarque? Sinon, on donne la parole à Sandrine et ça vous laissera un peu réfléchir si vous avez des questions par la suite, parce qu'on vous sent mutique ou aphone. Donc, je vais enchaîner avec la thématique dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est double, les apnées du sommeil et l'insomnie. Je ne sais pas si le micro marche, Baptiste. Pareil. Alors, en ce qui concerne les apnées du sommeil, 2 focus cette année. Le premier, c'est sur des apnées d'un type un petit peu particulier. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissez désormais bien les apnées obstructives, où les gens, au cours du sommeil, ont des difficultés respiratoires liées à une fermeture de la gorge qui va se prolonger 10, 12, 15 minutes jusqu'à ce qu'il y ait un signe d'alerte pour le cerveau et que la personne se réveille, reprenne sa respiration, se rendorme et reparte vers une autre apnée. Donc ça, ce sont les patients apnéiques qui ronflent, ce sont les plus communs. Et je suis sûre qu'autour de vous, vous avez déjà dans vos amis ou vos connaissances quelqu'un qui a été diagnostiqué comme ayant des apnées du sommeil obstructives. Et on va reparler
juste après d'une nouvelle piste thérapeutique pour certains de ces patients. Mais cette année, on a fait un focus sur un autre type d'apnée qu'on appelle des apnées centrales. On peut très bien s'arrêter de respirer, non pas parce qu'il y a un blocage au niveau de la gorge, mais parce que le cerveau ne donne pas la commande aux muscles de la respiration de se contracter et de faire rentrer l'air dans les poumons. Donc les apnées centrales, on peut les faire de manière volontaire, on peut retenir sa respiration volontairement. Voilà, je viens de faire une apnée centrale. Ça va durer ce que ça va durer, parce qu'au bout d'un moment, le gaz carbonique va commencer à s'accumuler et on va finir par de nouveau respirer. Mais au cours du sommeil, chez certains patients, on peut avoir ce manque de commande du cerveau vers les muscles de la respiration et constituer ce qu'on appelle un syndrome d'apnée du sommeil central. Alors c'est beaucoup moins fréquent que le syndrome d'apnée du sommeil obstructif, mais c'est quelque chose qui survient chez les patients fragiles. Typiquement, ce sont des patients qui ont des comorbidités, des maladies cardiovasculaires associées, des maladies neurologiques, ou parfois des patients qui prennent des traitements médicamenteux, et en particulier des traitements à base d'opiacés, que ce soit contre des douleurs ou comme traitement substitutif d'une toxicomanie. Ces apnées centrales sont plus difficiles à diagnostiquer parce qu'elles font moins parler d'elles. Les patients apnéiques viennent en consultation en vous disant je pense que je fais des apnées parce que je m'étouffe la nuit, je ronfle et je suis fatiguée dans la journée. Les gens commencent à connaître ce tableau-là. Les apnées centrales sont beaucoup plus silencieuses. Les patients ne ronflent pas forcément. Ils peuvent se plaindre d'avoir du mal à respirer la nuit, mais si c'est un patient qui a une maladie cardiovasculaire, on ne va pas forcément trouver ça très surprenant. Et puis des patients qui sont fatigués éventuellement dans la journée, en général peu somnolents. Il y a aussi des difficultés sur le plan du diagnostic. Bon, ça c'est notre cuisine interne, mais c'est des apnées qui sont un petit peu plus difficiles à diagnostiquer que les apnées obstructives et dont les conséquences sont aussi pas très très bien connues. Et puis, il y avait, en France en tout cas, où ces traitements sont remboursés, il y avait une petite difficulté, c'est qu'on traite ces patients aussi assez souvent avec des machines pour les aider à respirer, mais c'est des machines très complexes qui sont coûteuses. Et jusqu'à présent, ces machines étaient prises en charge comme de vulgaires machines pour les apnées obstructives. Et là, on devrait avoir très rapidement un remboursement spécifique pour ces apnées centrales. Ça s'appelle la ventilation auto-asservie. Et donc, on a fait pas mal de progrès dans la prise en charge, la surveillance, etc. Et ça me donne l'occasion aussi de vous dire à quoi servent les sociétés savantes, comme la Société française de recherche et de médecine du sommeil ou la Société de pneumologie de langue française, la Société française de neurologie. Ça sert aussi de temps en temps à se poser et entre experts à regarder ce qui a été publié comme littérature scientifique, éventuellement à injecter un peu de notre avis d'expert pour arriver à des règles de bonne pratique pour prendre en charge ces pathologies. Alors il y en a eu dans le passé pour les maladies du type de la narcolepsie. Et cette année, on a publié des règles de bonne pratique pour la prise en charge de ces apnées centrales. Et un congrès comme celui-ci est l'occasion de diffuser ces règles de bonne pratique de manière à améliorer la façon dont on prend en charge ces maladies qui sont pas forcément très rares. Alors la narcolepsie est une maladie rare, pas les apnées centrales, mais des maladies qui sont un petit peu plus complexes. Donc voilà pour les apnées centrales. Pour les apnées obstructives, vous avez très certainement entendu parler autour de vous de ce qu'on a appelé, enfin en tout cas ce que vous journalistes avez appelé un nouveau traitement des apnées du sommeil ou un traitement révolutionnaire des apnées du sommeil. En fait, il s'agit d'une évolution dans la prise en charge de l'obésité. Et beaucoup de patients qui ont des apnées obstructives sont en surpoids ou sont obèses. Et une façon de prendre en charge les apnées du sommeil, c'est d'essayer de les faire maigrir. Vous savez tous que c'est difficile, que c'est long, que ça demande beaucoup de temps médical, beaucoup d'efforts de la part du patient. Ça peut coûter relativement cher. Et depuis quelques années, on s'est rendu compte que des médicaments qui étaient donnés pour le diabète
qu'on appelle des agonistes du GLP-1, étaient des médicaments qui, faisant maigrir les patients, pouvaient améliorer leur syndrome d'apnée du sommeil. Donc cette année, il y a eu la publication d'un essai clinique spécifiquement chez les patients qui ont des apnées du sommeil. Il y en a d'autres qui sont en cours, montrant que chez des patients qui avaient une prise en charge diététique, une reprise de l'activité physique et ou pas ce médicament ou un placebo, on avait une perte de poids tout à fait significative qui s'accompagnait de manière totalement parallèle d'une diminution du nombre d'apnées au cours de la nuit. Et donc, on a là peut-être une façon pour des patients de perdre du poids, de mieux dormir parce qu'ils n'ont plus ou moins d'apnée du sommeil, et on peut arriver à un cercle vertueux. Évidemment que si on perd du poids, on peut améliorer les apnées obstructives du sommeil, mais c'est difficile. Les gens ont souvent de la fatigue, des douleurs articulaires, de l'essoufflement. Et une fois que grâce à ce médicament, ils ont pu amorcer une perte de poids, mettre en place un certain nombre de règles d'hygiène de vie qui vont les aider à maintenir cette perte de poids, eh bien, il peut être temps d'arrêter le médicament qui les a aidés à maigrir. Donc, c'est quelque chose qui va se diffuser. Aux États-Unis, il y a des milliers et des milliers de personnes qui prennent ce médicament pour traiter leur obésité. Donc, du coup, on voit apparaître des effets indésirables graves. Donc, ça, faut garder un œil là-dessus. Mais ça peut être, chez certains patients, une façon de les aider à amorcer une perte de poids. Et c'est par ce biais-là, et pour l'instant, par ce biais-là seulement, que les apnées s'améliorent. Donc, ce n'est pas un nouveau traitement des apnées du sommeil, c'est un traitement de l'obésité et par voie de conséquence d'amélioration de la respiration nocturne. Et donc j'enchaîne avec la dernière thématique qui est l'insomnie, avec l'importance de ce qu'on appelle les thérapies digitales. Dans l'insomnie, le professeur Dauvilliers vous a parlé, je vois qu'il y a une question mais je n'arrive pas à la lire, on verra ça après. Dans l'insomnie, effectivement, on a cette année accès, enfin nos patients ont désormais accès à un médicament qui est complètement différent de tout ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Il va diminuer l'éveil plus que produire du sommeil, mais c'est un médicament qui est recommandé en deuxième intention. Le traitement recommandé en premier pour l'insomnie chronique, ce sont des thérapies qu'on appelle les thérapies comportementales et cognitives de l'insomnie, qui sont bien protocolisées, qui sont utilisées depuis une quarantaine d'années, mais qui ne sont pas forcément d'accès très facile pour les patients pour plusieurs raisons. D'abord, il y a peu de psychothérapeutes qui sont formés à ces techniques. Donc forcément, il y a un problème d'accès aux psychothérapeutes, d'éloignement géographique qui peut être quelque chose de rédhibitoire pour mettre en place ce type de thérapie. Et c'est une thérapie qui est chère, puisque même si elle est brève, entre 4 et 6 séances, c'est quand même un coût non négligeable pour le patient, avec un traitement qui n'est pas remboursé par l'assurance maladie. Depuis quelque temps, en santé mentale, tout comme en médecine du sommeil, on essaye de développer des thérapies digitales. Donc, les thérapies digitales, c'est un vrai programme thérapeutique guidé et customisé pour le patient via le biais d'outils numériques sur téléphone portable, tablette, ordinateur. Ça ne se substitue pas à la prise en charge médicale, mais c'est une façon pour nos patients, sur prescription médicale, d'avoir accès à cette thérapie comportementale et cognitive, qui est un véritable programme thérapeutique. Ce n'est pas juste une appli d'accompagnement comme il peut y en avoir pour la relaxation, la méditation ou suivre ses horaires de sommeil. Donc, certains pays européens ont la chance d'avoir un remboursement pour ce type de thérapie. C'est le cas de l'Allemagne et de l'Angleterre. En France, les agences régionales de santé poussent énormément pour ce type de thérapie digitale. Et donc ça, c'est quelque chose qui est on est plein d'espoir vis-à-vis de ces thérapies digitales. Et pour l'instant, en France, celles qui sont remboursées le sont pour les acouphènes et pour les douleurs lombaires,
Mais on espère que très bientôt, pour l'insomnie, on aura aussi des programmes validés et incorporés dans une prise en charge hybride, humaine et digitale. Voilà, donc il y avait une question, mais je ne sais pas à qui elle s'adressait. Alors, elle s'adresse à toi. Merci à vous trois d'avoir participé à la conférence. Et je vais lire les questions s'il y en a dans le chat. Donc, on en a une première, c'est dans le cadre d'une prise en charge pluridisciplinaire, peut-on envisager une perte de poids avec analogue du GLP-1 pour réduire l'IMC afin d'envisager un traitement par stimulation du nerf hypoglosse en troisième intention après échec par PPC et OAM? Alors oui, le terme clé là, c'est pluridisciplinaire. Et je dirais même pluriprofessionnel. On doit tout faire pour aider nos patients à améliorer leur hygiène de vie au sens large, de manière à améliorer leur sommeil. La perte de poids fait partie de cette réduction des risques. Et vous savez que ça repose sur la reprise d'une activité physique adaptée, sur un rééquilibrage alimentaire, sur le respect du temps de sommeil, etc. Et quelquefois, malgré toute la motivation des patients, et là aussi il y a un problème d'accessibilité à ces thérapeutiques, les patients ont du mal à perdre du poids, et les médicaments, les agonistes du GLP-1 sont des médicaments puissants, efficaces, et qui permettent aux patients d'entamer une réduction pondérale, mais effectivement, il faut la continuer après. Si ça permet de traiter complètement le syndrome d'apnée du sommeil, tant mieux, mais effectivement, dans un certain nombre de cas, il faudra une thérapeutique complémentaire. Et en ce qui concerne la stimulation du nerf hypoglosse, dont le remboursement a été acté cette année, ça pourra effectivement, dans un certain nombre de cas très précis, être une thérapie complémentaire. Mais vous voyez que là, on a déjà fait intervenir le médecin du sommeil, un endocrino, éventuellement un kiné ou quelqu'un qui va s'occuper de l'activité physique adaptée, un nutritionniste, un chirurgien ORL. Donc c'est vraiment une prise en charge ça coûte pas cher et c'est vraiment une prise en charge pluridisciplinaire. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions pour nos trois experts tant qu'ils sont là? Sinon, je rappelle qu'ils seront disponibles par mail et je transmettrai toutes vos questions nécessaires. La conférence de presse sera publiée sur YouTube, donc vous pourrez y réaccéder facilement et je vais vous envoyer un dossier de presse. Mais j'ai une question de la part de Vincent Richeux. Vous avez évoqué la perspective d'une amélioration du diagnostic de la narcolepsie. Pourriez-vous nous en dire plus? Quelles sont les conditions pour bénéficier d'un traitement par orexine? Alors, effectivement, comme on le disait, c'est bien d'avoir les questions après parce qu'on a notre congrès et il faut qu'on avance aussi de notre côté dans d'autres sessions. Donc, si vous avez des questions, on vous y répondra par mail volontiers. Baptiste va vous donner nos 3 mails. Pour répondre à cette question, quand même, il y en a une, je vais y répondre. Je n'ai pas dit qu'on pouvait améliorer le diagnostic de narcolepsie. C'est les médias qui doivent le faire pour mieux faire entendre que quand on est somnolent en classe, quand on est jeune, on a le droit d'être moins jeune et d'être narcoleptique aussi, mais c'est quand même une maladie du sujet jeune, il faut penser à cette maladie. Donc je dirais que c'est plutôt des warnings ou red flags ou dormir en classe peut être une maladie sous-jacente et c'est pas seulement la privation de sommeil, les écrans et autres. Donc, et après, il faut aller voir des centres spécialisés, c'est structuré en France, il y a des centres de référence, des centres de compétences, il y a des centres du sommeil aussi qui ont cette expertise. Mais malheureusement, le parcours de soins du patient, quand il va voir son médecin généraliste, il a un peu le même réflexe que les parents, à savoir c'est parce qu'il ne dort pas assez, il manque de magnésium, il manque de ceci, et c'est ça qui fait le délai au diagnostic. Il y a rarement de mauvais diagnostics posés, c'est souvent qu'il n'y a pas de diagnostic à ce symptôme somnolence. Les gens pensent rarement à une autre cause. Après, il y a un symptôme majeur, c'est les cataplexies, j'en ai peut-être pas assez parlé tout à l'heure, c'est des pertes de la force musculaire quand on rit, quand on a une émotion forte, on perd des muscles au niveau de la nuque, de la face, on n'arrive pas à rire, à sourire. Ça peut toucher aussi les membres inférieurs, mais ce n'est pas le plus fréquent. C'est surtout la face. Et ça, c'est un signe de la narcolepsie. Donc, il y a des questions à poser quand on est somnolent. Est-ce qu'il n'y a pas des cataplexies? Et après, qui est éligible à l'orexine? Là, il y a des critères d'inclusion, parce que c'est un protocole de phase 3. Il faut être sévère, il faut
Manquer d'hypocrétine, bien sûr, donc que ça soit confirmé, qu'il n'y ait pas des comorbidités, que les gens soient non traités ou du moins acceptent d'arrêter leur traitement pour venir. Donc, et il y a quelques centres en France, je dirais 4-5, qui participent à ce genre d'études. Donc le but, c'est d'aller soit sur le site de l'association de patients, soit vous m'envoyez un mail et je peux vous donner la liste des gens qui participent les centres du sommeil qui participent à ces études de phase 3. En tout cas, c'est un avenir majeur, parce que participer à des études, c'est quand même compliqué pour les patients. Mais par contre, je voulais vous parler d'un avenir majeur prochain pour lequel ça sera sur le marché, comme les médicaments dont on a parlé. Je vous remercie. Pas d'autres questions ? On est à votre disposition par mail, comme ça a été dit, pour répondre à des questions plus spécifiques. Super, merci à vous. Merci. Merci beaucoup d'avoir participé à la conférence. Au revoir.